Est-ce que j'allais être paraplégique, hémiplégique? Non, ils ne savaient pas. Ils ont d'abord descendu la température de mon corps à 35 degrés, puis à 33 degrés. Donc en fait, c'était très bizarre pour ma famille, parce que quand ils me touchaient, j'étais froide. C'est un peu bizarre à dire, mais ça faisait forcément référence à la mort. J'ai l'impression que nos histoires, que ce soit n'importe quelle pathologie, c'est vraiment un plus dans nos vies. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si ma famille n'avait pas été là du début jusqu'à la fin, que ce soit en réanimation, en neurochir, en centre d'addictologie, je pense que je serais plus là aujourd'hui. Quand je galope, je suis dans un autre monde, je suis autre part, je suis avec ce cheval, on est en communion. Nous naissons princesses et nous devenons guerrières. Fermez les yeux. Ça vous parle ? Bonjour, je suis Delphine Rémy et je vous accueille sur le podcast Naître princesse, devenir guerrière. Vous entendrez ici des personnes inspirantes, des médecins, des philosophes qui, j'espère, vous feront du bien. Vous entendrez aussi des femmes, comme vous, comme moi, des super princesses et hyper guerrières. Elles gèrent et elles galèrent, comme vous, comme moi. Elles s'écroulent parfois et elles se relèvent. Je déborde d'émotion d'enregistrer cette intro de podcast. Natacha m'a contactée il y a un peu plus d'un mois et j'étais bouleversée dès la lecture de la première ligne de son premier message. Une semaine après, on se retrouvait à Paris. Certains se demanderont peut-être pourquoi je sors de ma ligne éditoriale, parce que Natacha n'a pas été touchée par un cancer, mais je peux vous dire que je ne peux pas être plus au cœur de ma ligne éditoriale, car elle va nous parler de thèmes qui concernent beaucoup de personnes touchées par le cancer et par d'autres maladies. Et puis, quand elle était dans le coma, sa maman lui disait « Allez ma princesse, allez ma guerrière ». Donc franchement, ce podcast était pour elle. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle est courageuse de partager toute son histoire avec nous et de lever les tabous, notamment par rapport à l'addiction de la morphine. Merci Natacha pour la générosité de ton partage. 25 ans, un AVC rare qui aurait pu être fatal, puisque dès l'instant où l'hémorragie a commencé, son pronostic vital était engagé. 3 semaines de coma, des opérations en cascade, dont une craniectomie pour laisser la place à son cerveau qui gonflait. Je peux vous dire que c'est vraiment trash et dangereux de perdre 1/3 de sa boîte crânienne. Cranioplastie ensuite, mais sa cicatrice s'est infectée. Tout son parcours était parsemé d'embûches, de séquelles, de troubles sévères, de dépression, d'épilepsie et j'en passe. Mais elle n'a jamais lâché. Elle nous dit même que son heure n'était pas venue et que la vie attendait encore beaucoup d'elle. Chaque pas est un pas vers l'avenir, un avenir heureux. Moi qui habite rue de l'Avenir, c'était un signe. Parce qu'en plus, elle ne manque pas d'humour. Natacha a dû réapprendre tous les gestes de la vie quotidienne. Marcher, manger, parler. J'ai dû réapprendre à vivre, nous dit-elle. L'histoire de Natacha est extraordinaire, touchante, émouvante, magique aussi. Natacha est magique, sa maman qui était là aussi pour l'enregistrement, l'est tout autant. Toute sa famille aussi. Tant d'amour inconditionnel. C'est à croire que ça a été un ingrédient important dans le rétablissement de Natacha. Une famille unie. Ce genre d'événement peut faire exploser une famille, la déchirer même. Eh bien non, ils n'ont jamais été aussi unis autour d'elle pour l'envelopper d'amour et d'espoir non-stop. Ils n'ont jamais cessé de croire, alors qu'il y avait 1000 raisons de ne plus y croire. Ils ont vécu une vie totalement parallèle pendant que Natacha était dans le coma, dans ce sommeil profond, et sa maman nous en parlera. Allait-elle en sortir ? Comment allait-elle en sortir ? Avec d'énormes séquelles ? Allait-elle pouvoir parler ? Allait-elle être tétraplégique ? Tant d'incertitudes, tant de doutes. Natacha nous parlera de la fatigue et de la douleur chronique, car ces 2 dernières font entièrement partie de sa vie. Comment les gère-t-elle ? Elle nous parlera, comme je vous l'ai dit, de son addiction à la morphine. Morphine, quel bonheur quand elle soulage. Et c'était la seule option pour qu'elle n'agonise pas. Mais quel enfer, quelle ennemie sournoise quand on n'arrive plus à s'en passer. Ses parents l'ont aidée à sortir de cette spirale infernale qui aurait pu être fatale. Et Natacha s'est aidée elle-même aussi. Je dis waouh pour 2 choses. Elle a eu le courage de nous raconter tout cela parce qu'elle tient à sensibiliser à cette problématique qui n'est pas rare. Cette foutue addiction aux antidouleurs.
Je ne suis pas là pour accuser les médecins, mais quand ils nous balancent de la morphine et prescrivent encore et encore, il est parfois extrêmement difficile, parfois même impossible pour des patients de s'en sortir tout seuls. Et je dis waouh aussi à Natacha d'avoir tenu le coup pendant le switch à la méthadone, qui est un substitut à la morphine mais qui n'active pas les zones de récompense. Elle a connu l'enfer des crises de manque et elle est passée à travers. Bravo pour son courage. Elle nous parlera de son retour à la vie après son réveil du coma, du handicap invisible, sujet qui me tient tant à cœur. Le handicap invisible, les maladies invisibles. Il y a tant de maladies qui sont invisibles. La dépression, les séquelles du cancer, la sclérose, les douleurs chroniques, les neuropathies, la maladie de Lyme et j'en passe. Parfois, on se demande si ce n'est pas préférable d'avoir des balafres super visibles pour qu'on soit reconnu. Natacha nous dit qu'elle a parfois souffert du regard des autres qui pensaient qu'elle exagérait ou qu'elle en rajoutait un peu. Le regard des autres ou l'absence de regard des autres, en fait, dans le cas de ces douleurs et maladies chroniques et invisibles. Heureusement qu'on en parle de plus en plus sur les réseaux, dans ce souci justement d'intégrer ces personnes qui souffrent presque H24. Et j'aurai la joie d'accueillir tout bientôt Chloé, du compte Instagram Chloé Invisible, et Camille, du compte Instagram Draw Your Fight, qui parleront de tout cela. La douleur l'empêche de faire plein de choses encore, mais elle essaye de l'apprivoiser, et elle ne se décourage pas. Elle avance la tête pleine de projets. Un livre, sensibiliser, plus d'équitation. Ramsès est le nom de ce cheval avec lequel elle est en symbiose parfaite. Il ressent ce qu'elle ressent. Il a soigné ses maux. Et étonnamment, elle n'a pas mal à la tête quand elle galope, alors qu'elle aurait toutes les raisons d'avoir mal. Eh bien non. Elle est dans un autre monde, en communion totale avec Ramsès. On parlera de la place de la famille et donc des aidants, de la peur de la récidive, et puis nous passerons un moment à sensibiliser à l'AVC, qui est quand même la première cause de mortalité chez les femmes, juste avant le cancer. La troisième cause chez l'homme est la première cause de handicap acquis. Il y a moyen d'agir vite quand l'AVC survient, et Natacha nous expliquera tout, car il est vrai qu'on connaît souvent l'histoire du bras, de la grimace, la bouche qui s'affaisse, mais savons-nous réellement reconnaître un AVC ? Eh bien après ce podcast, oui. Et c'est important, car on peut donc prévenir les secours convenablement et qu'une ambulance médicalisée arrive plutôt qu'une simple ambulance. Bon, j'ai envie de continuer encore cette intro à l'infini tant j'ai adoré ce podcast et j'aimerais vous partager encore mes impressions. Je terminerai par dire 2 petites choses. La première, à la demande de Natacha, car elle a oublié d'en parler dans le podcast, elle est allée partager son expérience dans son ancienne école d'infirmière. C'était une expérience unique qui restera à jamais gravée dans sa mémoire. Elle nous dit « Partager, échanger, inspirer, transmettre, recevoir. » Je crois que c'est cela, donner un sens à sa vie. La deuxième chose, et c'est le mot-clé de ce podcast, l'espoir. Et Natacha et sa maman ont conclu en disant que l'espoir est le moteur de tout dans une vie. Bonne écoute. Bonjour Natacha. Bonjour Delphine. Bonjour Nathalie. Bonjour Delphine. Alors merci 1000 fois d'être venue. On a toutes les 3 fait 1h15, Oui. Vous en voiture, moi en train, pour se retrouver ici dans ce bel endroit à Paris. On a beaucoup de choses à discuter aujourd'hui. Alors évidemment, on va commencer de manière classique où tu vas raconter un petit peu ton histoire, tous ces événements qui se sont enchaînés. Donc comme ça, on a un petit peu un contexte et puis on va parler de grands thèmes en fait qui peuvent aider toutes les personnes malades. On va parler de la fatigue et de la douleur chronique. Ça, je pense que toutes les personnes qui ont un cancer, n'importe quelle autre maladie peuvent se retrouver. Longue maladie, la dépendance à la morphine. Alors vraiment, merci d'en parler parce que je sais que c'est assez tabou. Les gens n'aiment pas en parler, ça concerne pas mal de personnes. Le handicap invisible, la résilience, la place de la famille. Alors là, je suis vraiment trop contente que tu sois bien avec ta mère. La peur, comment tu la gères, ta passion, ça c'est surprise. Et puis une sensibilisation plus, parce que finalement, on a l'impression qu'on connaît tous les signes de l'AVC, mais en fait, je pense que si on fait une enquête dans la rue, enfin, je vais pas avancer des chiffres comme ça, mais je suis sûre que oui, on a vaguement une idée du bras ou de la bouche, mais en fait, on sait pas. Et ça peut arriver à tout le monde. Alors, on n'est pas là pour faire peur. C'est comme le cancer, ça peut arriver à tout le monde. Et en plus, on peut quand même agir aussi, donc au premier signe. Donc voilà, je te laisse la parole. J'ai fait une petite intro. Voilà, est-ce que tu peux te présenter, ton âge, et puis remettre peut-être dans le temps. Tu avais quel âge quand cet événement est arrivé? Voilà. Oui. Tu commences où tu veux, tu t'arrêtes où tu veux. Et évidemment, je vais probablement faire des interruptions et peut-être ta mère aussi. Donc voilà.
Alors, avant de commencer, je voulais te remercier 1000 fois parce que je suis tellement heureuse d'être ici avec toi et avec ma maman qui m'accompagne. C'était inespéré la première fois que je t'ai écrit. Je pensais pas avoir vraiment de réponse. Je me suis lancée et je me suis dit on verra bien parce que j'admirais la personne que tu étais et puis le fait de faire tous ces podcasts, je trouvais ça juste extraordinaire. Donc voilà, je te dis merci pour ça déjà. Ben merci à toi d'avoir. C'était il y a même pas une semaine. Hein, non, c'était là, il y a. Il y a très peu de temps et je me suis dit. J'avoue que j'ai versé quelques petites larmes en lisant ton mail. Je l'ai lu à mon mari et puis je me suis dit, elle a tellement de choses à apporter à la communauté. Donc merci à toi aussi. Ouais, c'est très gentil. Alors, je me présente, je m'appelle Natacha. J'ai 29 ans, bientôt 30 dans quelques jours. Et puis, je suis infirmière. Voilà. Il y a maintenant 4 ans, j'ai fait un très grave AVC hémorragique sur une rupture de malformation artério-veineuse. Donc c'est un AVC assez rare, donc je vais essayer d'expliquer un petit peu à quoi ça correspond. Donc pour vous en dire un petit peu plus, cette malformation correspond à une veine et une artère qui se sont abouchées l'une à l'autre et ça forme, on va dire, un nœud qu'on appelle un nidus. Et en fait, c'est ce nœud qui s'est rompu et qui a provoqué une hémorragie cérébrale. Et un AVC, c'est toujours une hémorragie en fait, là je suis complètement nulle, hein, donc je pose des questions. Il y a toujours saignement? Alors absolument pas en fait. Il existe 2 types d'AVC. Donc un AVC, les AVC ischémiques, donc qui correspond en fait à un caillot de sang qui va boucher une artère ou une veine. Oui, tout à fait, oui. Voilà. Donc ça représente environ 80% des AVC. Et donc après, il existe donc 40% des AVC dits hémorragiques. 20%. Combien j'ai dit? 40. Merde. Alors, on n'est pas là pour faire des maths. Mais alors, moi et les chiffres, ça fait 10. Hein, oui, ça voilà. Mais donc, ça, c'est justement une faculté que tu as perdue, non? Oui, Les chiffres. Voilà, c'est une faculté que j'ai un petit peu perdue. C'est franchement pas très grave, hein, quand voilà, même. Mais j'en rigole aujourd'hui. Hein, donc, voilà. Oui. Alors, donc ça représente, 20% des AVC. Et donc, moi, je fais partie de ces 20%. Mais comme c'est un AVC rare, disons que dans les 20%, il existe 5% d'AVC dits rares, dont les AVC sur rupture de malformation artério-veineuse. Comme celui que tu as eu. Mais donc, voilà. je suis un peu gênée d'avoir posé cette question. Est-ce qu'il y a toujours un saignement? Enfin, en fait, c'est vrai que je savais que c'était parfois des caillots. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut prévenir ou ça survient comme ça? Alors, on peut dire que c'est quelque chose qu'on peut prévenir parce qu'il y a des facteurs de risque concernant l'AVC, comme par exemple le surpoids, par exemple l'hypertension, les personnes qui fument ou les personnes qui boivent. Donc, comme beaucoup de maladies, enfin d'autres maladies. Voilà, ce sont vraiment des facteurs de risque très importants qui peuvent aggraver et donc malheureusement qui donnent plus de chances de faire un AVC. Mais ça peut ne pas du tout être le cas. Moi, je n'avais pas du tout de facteur de risque de faire un AVC. Oui, et toi, tu n'avais évidemment aucun facteur de risque en étant si jeune. Alors, je fumais à l'époque, pas mal quand même, c'est vrai. Mais est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est à cause de ça? Honnêtement, je ne pense pas. Non, voilà. Beaucoup de jeunes à fumer. Et donc, en fait, cette petite malformation que j'avais, je l'avais de naissance, mais je n'avais aucune connaissance parce que j'avais eu aucun signe avant-coureur et puis c'est pas du tout quelque chose que j'aurais pu connaître à l'avance, sauf si un jour j'avais fait, par exemple, un scanner pour X raisons, mais il n'y avait pas de raison. Il n'y avait aucune raison. Évidemment. Voilà. Et donc, voilà, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là alors? Et alors, ce jour-là, j'étais avec mon petit ami de l'époque. Nous étions en train de faire l'amour. Voilà. Et d'un seul coup, très brutalement, je lui ai dit que j'avais un très, très, très mal à la tête. Vraiment des maux de tête très violents. Et donc, il a fallu qu'on arrête. Au début, il n'a pas tout de suite compris. Il s'est vraiment demandé ce qui se passait. Et puis, très vite, j'ai commencé à dire des choses qui n'avaient pas réellement de sens. Les mots m'échappaient. Et puis, j'ai commencé à plus sentir ma jambe droite. Donc, je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je sens plus ma jambe. Et puis ensuite, j'ai commencé à vomir. Des signes très distinctifs de l'AVC, mais quand ça arrive soudainement comme ça, et puis c'est surtout que moi, je ne m'en souviens absolument pas. Ah oui.
Au jour d'aujourd'hui, je ne m'en souviens pas. Donc tout ça, il me l'a raconté. Tout ce qui va suivre, on me l'a raconté parce que j'ai aucun souvenir de ce jour-là. Ni de la suite d'ailleurs. Et ni de la suite jusqu'à ce que je me réveille du coma. Donc dont on parlera par la suite. Mais donc là, emmené à l'hôpital d'urgence, évidemment. On m'a emmené à l'hôpital d'urgence, mais alors c'est pareil, il y a eu aussi un souci à ce niveau-là parce que je sais pas si les secours ont pas cru mon petit copain, mais ils ont envoyé une simple ambulance et non pas le SMUR. Enfin, c'était pas une ambulance médicalisée. Voilà, il y avait pas de médecin. Pour te sauver pendant le trajet, quoi. Exactement, voilà. Donc, et puis ils ont mis du temps à arriver. Ils ont mis bien 40-45 minutes à arriver. Et on sait que dans ces cas-là, chaque minute compte. Donc là, on a combien de temps en fait pour réagir à un AVC? Mais ça va être dans le cadre de ce qu'on va discuter sur la sensibilisation et tout ce que tu vas nous apprendre en fait. Bien sûr, mais le plus vite possible. Le plus vite possible. Le plus vite possible. Et il me semble, pour pas dire de bêtises, on considère qu'après 4 heures... les séquelles sont... Les séquelles seront pas irréversibles, mais beaucoup plus importantes que si on réagissait avant ça. Oui, donc si tu avais eu peut-être une ambulance médicalisée, il y aurait peut-être eu plus de... Enfin, de toute façon, j'imagine que ça sert à rien de... Je ne sais pas. Oui. Ce sera important, quand on va parler de sensibilisation, de savoir comment on reconnaît, en fait. Tout à fait. Et pouvoir prévenir les secours de manière plus juste, quoi. Alors après, j'interviens juste un instant, mais quand c'est un AVC hémorragique, là, les 4 heures ne sont plus d'actualité. Parce qu'il y a un saignement. Donc, c'est différent des fameuses 4 heures pour un AVC ischémique où on va mettre un produit, d'ailleurs, je ne connais pas le nom, mais pour pouvoir dissoudre le caillou. Tout à fait. Là, c'est encore différent. Oui. Là, c'est une urgence absolue. Oui. Dès le début, mon pronostic vital a été engagé. Donc après, j'ai été transférée à l'hôpital de Chartres. Alors, à première vue, au début, j'avais encore un tout petit peu de conscience, juste assez pour dire que j'avais extrêmement mal à la tête, et puis pour qu'ils puissent constater, que je ne sentais plus mon côté droit. Bon, après, je ne pourrais pas en dire plus, parce que moi, je me souviens de rien. Ils m'ont très rapidement plongée dans le coma, intubée, ventilée. Et donc, évidemment, ils m'ont passé un tas d'examens, notamment un scanner qui a révélé ce fameux... L'hémorragie cérébrale sur une rupture de malformation artério-veineuse, ce qu'on appelle donc une MAV. Donc, toi, en fait, après, tu as été combien de temps dans le coma? Alors, après ça, je suis restée environ 2 semaines et demie dans le coma. Donc, juste pour rajouter quelques éléments, je suis pas restée à Chartres. Après, j'ai été transférée à Paris, au Kremlin-Bicêtre, qui était l'hôpital de grande garde en neurologie ce soir-là. Eux m'ont pris en charge, m'ont fait encore tous les examens possibles et inimaginables. Et suite à ça, donc ils m'ont laissé dans le coma. Et après, il y a quand même eu une évolution par rapport à ça, parce que en fait, j'avais beaucoup trop de pression dans ma tête. L'hémorragie, qui était très très importante, faisait que j'avais une grosse pression donc dans ma tête et que mon cerveau prenait trop de place par rapport à ma boîte crânienne. Et ça, c'était un gros problème parce que je risquais d'en mourir en fait. Et donc, ils ont décidé quelques jours après de me faire ce qu'on appelle une craniectomie. Donc, c'est-à-dire que, moi, ils me sont fait une grosse craniectomie. Donc, ils ont retiré 1/3 de l'os de mon crâne, du côté gauche. Pour pouvoir laisser la place au cerveau de déborder un petit peu, en fait. Exactement, c'est tout à fait ça. Mais le saignement était arrêté à ce moment-là. À ce moment-là, le saignement s'est arrêté. Donc, suite à la craniectomie, ils ont amplifié tout ce qui était lié à l'anesthésie, etc. Enfin, c'est-à-dire qu'ils ont mis mon corps en hypothermie thérapeutique. Donc là, ils ont d'abord descendu la température de mon corps à 35 degrés, puis à 33 degrés. Donc en fait, c'était très bizarre pour ma famille, parce que quand ils me touchaient, j'étais froide. C'est un peu bizarre à dire, mais ça faisait forcément référence à la mort. Et puis, à un moment donné, ils ont décidé d'essayer de me réveiller. Voilà, et ça, c'est vrai que c'était une question que j'avais. C'était sur base de quoi, en fait? C'est qui a décidé Alors, toute une équipe de médecins ou avec la famille aussi? Alors, en fait, c'est vraiment les médecins, tout un staff, médecins, infirmières, chirurgiens, enfin vraiment tout le staff, qui ont dit là, on va essayer de la réveiller parce que
en fait, mes organes vitaux commençaient à être un petit peu touchés. Et si on continuait à me laisser dans le coma, il aurait pu y avoir encore plus de séquelles, sachant que déjà, ils savaient pas comment j'allais me réveiller. Est-ce que j'allais être paraplégique, hémiplégique? Non, ils savaient pas. Quelles séquelles j'allais avoir, ils n'en avaient aucune idée. Mais pour eux, ça allait être des grosses séquelles. Et là, je vais peut-être juste vous donner la parole alors. Mais alors, vous allez vous approcher bien de votre micro. Et c'est en concertation avec la famille, en fait, que ça se passe, ce genre de décision? Non. Le staff de Natacha comprenait un nombre de médecins très important. C'est un cas assez rare, surtout chez des jeunes patients comme ça. De ce que l'on a compris, effectivement, certains organes vitaux commençaient à être un petit peu impactés par les curares, par les produits qu'ils mettent dans le coma, puisque c'était un coma extrêmement profond. Oui. Très très profond, plus l'hypothermie. Donc non, c'est uniquement le staff qui prend ces décisions. Bon, alors après, c'est vrai que ce serait un autre podcast, évidemment. Moi, je suis tellement intéressée par tous ces sujets, et dire sur base de quoi ils décident et tout ça. Mais en attendant, je trouve qu'ils sont très bien décidés parce que je suis tellement contente que tu sois là. Et moi donc. Voilà. Et donc voilà, réveil. Réveil, oui. Retour à la vie. Est-ce qu'on peut dire retour à la vie? Enfin, la vie, elle a toujours été là, mais... Je crois que retour à la vie, c'est vraiment la phrase, oui. La phrase. C'est la phrase. Ça a été le retour à la vie. Et puis après, il y a eu tous ces jours où j'étais dans le coma. Mais après, je sais pas si on reviendra peut-être dessus. Où ma famille a vécu une autre vie. Moi, on va revenir dessus, oui. Donc moi, je dormais. Et donc, je disais le retour à la vie. C'était pas j'ouvre les yeux, je me réveille, tout va bien. En fait, on pourrait dire retour à ta vie, en fait. Parce oui, que voilà. Et vous avez vécu une vie parallèle. On en parlera. Oui. C'est ça. Et puis donc je disais, c'est pas bonjour tout le monde, je me réveille, tout va bien, je parle. Non, pas du tout. Déjà, ils ont commencé petit à petit à me réveiller. Quand mes parents m'ont raconté ça, le jour où j'ai ouvert les yeux pour la première fois, je pense qu'elle sera mieux placée pour le raconter que moi. Il y avait pas une petite anecdote que tu voulais Alors, les anecdotes, on va en parler après. Enfin, là, dans quelques minutes, mais je voulais juste te dire avant. Après, quand j'ai pu commencer à parler, déjà, je chuchotais. Parce qu'avec l'intubation, ça avait laissé des traces, si je puis dire. Voilà, il y avait des petites lésions au niveau de mes cordes vocales. Donc, du coup, je chuchotais comme ça. Je parlais tout comme ça. J'étais dans un autre monde. À mon réveil, je croyais que j'avais 13 ans. Voilà. Bon, j'étais pas du tout dans la réalité, quoi. Vraiment, j'étais dans une autre réalité. Exactement, dans une autre réalité, dans ma réalité. Mais je ne me rendais absolument pas compte de tout ce qui m'entourait. Tu te souvenais de rien, en fait? Non. Et encore aujourd'hui, je me souviens pas du tout de la réanimation. Mais tu reconnaissais tes parents et tout ça? Alors, au début, oui, j'ai reconnu mes parents. Juste, je me souvenais pas du prénom de ma maman et du prénom de ma sœur. Je sais pas, je leur ai inventé. Alors, ma maman s'appelle Nathalie et ma sœur s'appelle Alexandra. Et je crois que je leur ai inventé des prénoms du genre Corentine et je sais plus quoi. Enfin, un style comme ça, quoi. Donc, du coup, ça avait rien à voir. Et puis, après, avec le temps, on me l'a rappelé, on m'a redit les prénoms. Et puis, et c'est pareil, quand je me suis réveillée, je pensais, mais c'est même pas je pensais, c'est j'étais convaincue, mais à 1000%, qu'on était milliardaires. Je sais pas pourquoi. Je sais pas d'où j'ai sorti ça. Mais d'où ça vient? Je ne sais pas. Pourtant, on n'est pas riches. Donc, je ne sais absolument pas. Mais pour moi, on était milliardaires. J'avais fait des rêves, en fait. Pendant le coma? Alors en fait, c'est pas pendant le coma, je ne pense pas. Je pense que c'était pendant ma phase de réveil. Oh, c'est fou. Voilà. Et donc du coup, j'ai tout mélangé. C'était des rêves, quand j'y pense, qui étaient un petit peu reliés à la réalité, parce que j'ai rêvé, par exemple, que j'étais comme une reine, qu'on me donnait à boire à la paille, qu'on me donnait à manger, Mais c'est ce qu'on faisait. Et en fait, c'est exactement ce qu'on faisait, sauf que pour moi, j'ai vécu ça comme si c'était un rêve et que j'étais une reine, sauf que dans la réalité, j'étais juste dépendante pour tout et dans tout. Oui. Sauf que moi, je l'ai vécu autrement, pendant la réanimation. Ah, pendant la réanimation, donc oui. le réveil et donc c'est combien de temps de réanimation, ça, en fait? Je suis restée en réanimation 3 semaines. C'est difficile aussi de te situer un peu dans le temps ou pas? Oui, toujours encore aujourd'hui. Le temps plus les chiffres? Le temps, les chiffres, l'heure. Ouais, donc le temps, quoi. Le temps, ouais. Bon, je fais un peu des coq à l'âne, mais tu dois faire plein de petits exercices, en fait, ça se retravaille.
Imaginer comme ça que tu es milliardaire, que tu as 13 ans, que tu as des autres noms, se dire à quel point le cerveau est complexe. C'est dingue, et ce qui s'est passé par la suite, c'est que justement, toutes ces petites connexions, petit à petit, j'ai eu la chance immense qu'elles se repassent entre elles. La résilience. Ton corps était résilient. Voilà. Petit à petit, tu récupérais des facultés ou comment ça se passait en fait? Voilà, petit à petit. Donc après la réanimation, je suis passée dans le service de neurochirurgie. C'est à partir de là dont je commence à me souvenir de ce qui s'est passé. Là, à partir de ces moments-là, je m'en souviens aujourd'hui. Peut-être pas de tout, mais du principal en tout cas. Et donc au début, j'étais encore dépendante, on me faisait la toilette, j'avais encore des protections. C'est difficile, voilà, c'était... Et c'est-à-dire que c'est difficile quand on commence à réaliser tout, en fait. Ça a été très très difficile, oui, parce que en fait c'est dur à accepter. Oui. Voilà. Et encore au début, je ne me rendais pas tout à fait compte à ce moment-là. Je le voyais, je le savais, mais comme en fait ma mémoire a aussi été impactée, des fois je ne me souvenais pas de ce qu'on m'avait dit un quart d'heure avant. J'avais l'impression d'être redevenue une enfant, en fait. Oui, totalement assistée, en plus, quoi. Voilà, en fait, c'est ça le mot, totalement assistée. Et t'es restée combien de temps à l'hôpital, en fait? Quand est-ce que t'es sortie pour la Alors, je suis restée en neurochir environ 2 semaines. Mm-hmm. Après, je suis partie en rééducation. Oui. Et je suis restée en rééducation toujours, alors dans un autre hôpital, à la Salpêtrière. J'y suis restée 2 mois. Et c'est en rééducation que là, j'ai réappris tous les gestes de la vie quotidienne. Et en fait, j'ai envie de dire que j'ai réappris à vivre. Mais oui, j'étais très marquée ça dans tes notes, et je l'ai entourée d'ailleurs ici. J'ai dit réapprendre à vivre. Oui. Et en fait, tu dis vivre parce que c'est tous ces petits gestes de la vie quotidienne, quoi. Manger, boire, marcher. Et puis après, marcher. Alors, je marchais, on va dire, en neurochirurgie, je marchais, mais tout doucement et surtout avec de l'aide. Et arrivé en rééducation, voilà, j'ai travaillé cette marche. J'avais pas de canne ou de béquille et j'étais pas en fauteuil roulant. Je sais pas si je peux dire ça, mais j'avais cette chance. Tu l'as écrit plusieurs fois là dans le mail que la chance, et je me dis oui, je sais pas. Oui, cette chance. Alors, donc il y a eu toute cette période. Quel est ton regard maintenant sur tout ce... Tu dirais que c'était sur combien de mois tout ça en fait? Parce que voilà, tu racontes encore les 2-3 opérations, puis après on va sortir de tout ce qui est médical en fait. D'accord. Oui. Donc ensuite j'ai eu la rééducation, comme je disais. Oui. Donc là j'ai eu beaucoup d'intervenants, notamment une orthophoniste. Tout réapprendre, quoi. Oui. J'ai dû vraiment, tout réapprendre. Je vais peut-être pas m'étaler là-dessus, mais j'ai dû vraiment tout réapprendre. Et donc, entre-temps, j'ai aussi eu d'autres opérations. J'ai eu donc ce qu'on appelle une embolisation. Donc, en fait, c'était pour, entre guillemets, guérir la malformation. Donc, pour ça, on envoie une espèce de colle sur cette malformation pour que ça se colmate et que ça ne ressaigne pas. Donc, j'ai eu cette opération-là qui a duré 6 heures. C'était une très grosse opération. Bon, je vous raconte pas le réveil, mais ça a eu beaucoup de conséquences et voilà, j'avais de grosses séquelles, quand même. Après, j'ai eu d'autres opérations. J'ai eu cette fameuse cranioplastie. On m'a du coup mis une plaque en titane. Vu qu'il me manquait un tiers de l'os de mon crâne, on m'a mis une plaque en titane. Là, on le voit sur Instagram. T'as été très courageuse de mettre cette photo. Ouais. On le voit sur Instagram. Et malheureusement, il a fallu me réopérer parce que la cicatrice que j'avais s'est infectée. Du coup, on m'a enlevé la plaque en titane que j'avais et environ 7-8 mois après, on m'en a reposé une autre. Et tout ça, c'est des anesthésies qui sont hyper lourdes, quoi. Très, très lourdes. Et puis surtout, j'ai dû vivre sans plaque, sans rien, la peau à même le cerveau, pendant des mois et des mois. Et là, c'est une autre vie qui s'offrait à moi parce qu'il y a plein de choses que je pouvais pas faire. C'est risqué. C'était risqué, c'était très dangereux. Si je tombais, si je me cognais, si je pouvais me faire vraiment très très mal. Et puis surtout, je risquais d'avoir encore plus de séquelles derrière. Donc c'était une vie assez difficile à ce moment-là. Et donc on m'a reposé une plaque en titane enfin après. Et donc là, je revivais encore. Voilà, en fait, c'était que des hauts, des bas. C'était vraiment que des ascenseurs émotionnels en fait. Et après ça, j'ai eu de nouveau une opération. C'était une chirurgie réparatrice parce que la cicatrice était vraiment abîmée encore une fois. Donc là, j'aime bien dire que on m'a réparé parce que le chirurgien a été juste formidable. En fait, oui, il m'a réparé. Voilà. Il m'a refait une cicatrice. Toute la tête, quoi. Toute la tête, parce qu'il m'a refait
une cicatrice, pour utiliser des mots simples. Et au jour d'aujourd'hui, les cheveux ont repoussé. Ah oui, ça c'est quand même... Et là, je suis en face de toi, Delphine, et je pense que tu ne vois rien. Non, je vois rien. Qu'on peut pas dire, qu'on peut pas deviner que j'ai toutes ces cicatrices en dessous de mes cheveux. Et qui aurait pu empêcher la repousse aussi, hein, parce que là, t'as ta belle chevelure, magnifique. Il y a quand même les cicatrices, mais j'arrive à les cacher, en fait. Oui. Non, et on voit rien sur ton visage, évidemment. Hein. Non, on voit rien, on voit plus rien. Oui. Mais justement, moi, je vais rebondir là-dessus. Parce que c'est ce qu'on appelle, quand on voit rien, c'est un handicap invisible, en fait. Quand les gens te voient, ils savent pas. Et c'est un thème qui est quand même très abordé sur Instagram et tout ça. Tous ces handicaps invisibles. Alors, ça peut être aussi bien pour des personnes qui sortent d'un gros cancer et qui ont eu des traitements lourds et qui ont une fatigue chronique épouvantable, qui ont des troubles cognitifs. Enfin, tout ce que tu vis, évidemment, probablement plus fort. Et ça ne se voit pas. Et donc, c'est difficile au quotidien. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire justement par rapport à ça, par rapport au handicap invisible et par rapport à la vie sociale en fait ? Bien sûr. Concernant le handicap invisible, c'est quelque chose de pas évident dans la vie de tous les jours parce qu'en fait, j'ai l'impression que les gens ils peuvent pas se rendre compte en fait. Ben non. Ils peuvent pas deviner, ils peuvent pas se rendre compte. Et des fois, quand j'en parle, j'ai l'impression parfois d'être un petit peu jugée parce qu'on se demande est-ce que c'est vrai, est-ce qu'on leur rajoute pas un petit peu, ils ont le doute. Et puis moi, je suis gênée parce que dans ma tête, je me dis mais s'ils savaient tout ce que j'ai vécu et si j'avais ces cicatrices qui étaient voyantes, est-ce qu'ils ils se rendraient compte? Mais en même temps, je me dis mais et ça ne se voit plus. Et moi, j'en suis tellement heureuse. Mais c'est vrai que le regard des autres, finalement, il est pas facile à vivre. Oui, parce que j'entends souvent, quand on voit le conte de Camille, le conte de Chloé Invisible, tous ces dessins, finalement, quand on voit pas, les gens peuvent penser, mais elle exagère, ou elle se plaint tout le temps, fait un petit effort, elle est tout le temps crevée. C'est des choses qui se voient pas. Et comme tu dis, je pense s'il y avait des grosses balafres, et ça, je suis vraiment super contente qu'il y ait beaucoup de conscientisation autour de ça, parce qu'il y a tellement de maladies ça se voit pas, la maladie de Lyme, la sclérose en plaques, il y a tellement de maladies invisibles. Alors c'est vrai que par exemple le cancer, on n'a plus de cheveux et tout ça, alors on est presque reconnu à ce moment-là, mais je trouve ça très, tu vois comme tu dis d'ailleurs, certaines personnes disent peut-être elle exagère, ferait bien de se secouer un peu. Ou... Est-ce que tu as retrouvé une vie sociale ? Moyennement. Moyennement parce que les amis se sont un petit peu, pas enfuis, mais ils sont un petit peu partis les uns après les autres. Alors il reste les plus importants, j'ai envie de dire, les plus importantes, parce qu'elles sont 2. Mais la vie sociale est assez restreinte parce que déjà je ne peux pas me déplacer comme je le souhaite. Pour l'instant, je ne conduis plus. Je n'ai pas encore repris le travail. Et donc ça fait que ça me limite quand même dans ma vie sociale de tous les jours. Et encore beaucoup de fatigue ? Il y a énormément de fatigue. C'est une de mes séquelles les plus importantes avec les maux de tête, les céphalées. Et ça va s'améliorer avec le temps ? Je l'espère. Alors ça s'est déjà beaucoup amélioré, mais j'ai quand même mal tous les jours. Et alors, on va peut-être déboucher sur ce fameux sujet des antidouleurs. Oui. Et donc, en fait, tu es sortie de l'hôpital et tu devais prendre de la morphine. Oui. Il n'y a rien à faire, c'est quand même le plus efficace, évidemment. Ça a été... En fait, j'avais tellement mal, les douleurs étaient tellement puissantes, tellement fortes. C'était la seule chose qui te soulageait. C'était la seule chose qui me soulageait, exactement, Delphine. Ça a été mon soulagement. Mais le problème, c'est que ça a été aussi... comment dire, j'ai pas le mot. Oui, j'ai réfléchi aussi, ta pire ennemie. Voilà, exactement, ça a été aussi ma pire ennemie. Oui. Parce que au début, voilà, ça m'a permis de vivre plus sereinement, avec moins de maux de tête, et puis d'être sans cesse recroquevillée sur moi-même, et puis un petit peu à part, parce que quand ma famille était là, moi j'étais soit dans ma chambre, soit dans le canapé, toute seule, à être, on baissait toujours la télé, on essayait toujours de parler moins fort. Ça, pareil, au niveau social, ça écarte un petit peu, quoi. La douleur isole, en fait. Exactement, ça isole. Et puis, donc, il y avait la morphine. Et puis, les mois ont passé, les semaines, les mois ont passé. Et donc, le traitement a changé, a augmenté, a diminué, etc. Et après, j'en suis arrivée à un point où j'en prenais alors que j'avais pas forcément mal.
Oui, mais ça, moi j'ai quand même une question, parce que les médecins, alors je ne veux pas du tout attaquer les médecins, parce que sans eux, voilà, on serait peut-être pas là, mais on repart avec des prescriptions de morphine comme ça, et puis comment on fait, quoi? Parce que la dépendance, alors je suis presque gênée de mentionner que à ma dernière opération, c'était 6 jours couchée sur le dos. Enfin voilà, j'ai pu bouger un petit peu, mais j'étais sous morphine. Mais le 7e jour, il y a déjà une addiction en fait. Et oui, c'est là qu'on se rend compte. Déjà une addiction après très peu de jours. Donc je me dis, mais t'es lâché dans la nature avec de la morphine, quoi. C'est ça. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire avec cette méthadone? Alors, ce qu'ils ont décidé de faire, en fait, c'est surtout grâce à mes parents que j'ai réussi à me sortir de ça. Parce que, à cause de la morphine, mon comportement est devenu complètement différent. Je suis devenue totalement dépendante. Alors, j'avais toujours très mal à la tête. Et donc, comme je disais, je prenais alors que je n'avais pas mal. Et là, je suis vraiment tombée dans un tourbillon infernal. Et j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à l'accepter, qu'il fallait que je me fasse aider. Et donc, mes parents m'ont beaucoup encouragée dans ce sens-là. Et puis, jusqu'au jour où j'ai pris conscience, effectivement, qu'il fallait qu'on m'aide. Mais ça te mettait dans un état que tu trouvais agréable, en fait, finalement. Au début, oui, et puis après, non, parce que je faisais des crises de manque. Oui, les crises de manque. Et là, ça a été... C'est horrible. Ça a été violent, même physiquement, ça a été violent parce que je me rappelle d'un soir où mon papa devait carrément me retenir, me ceinturer parce que parce que je pétais un câble, quoi. C'est terrible. Mais tu sais, enfin, t'es courageuse d'en parler, hein, parce que on l'entend quand même. J'essaye d'assumer parce que c'est la vérité. Je pense qu'il faut en parler. Il faut libérer la parole par rapport à ça, parce qu'on n'en parle pas suffisamment des dépendances à la morphine. Après, pas forcément après un AVC, mais après un cancer, après n'importe quelle maladie, lorsqu'on est amené à prendre. En fait, voilà, exactement, de la morphine. Mais je suis toujours étonnée parce que finalement, on repart avec sa première boîte de Tradonal, une deuxième boîte, une troisième boîte, des gens qui ont des douleurs canal carpien. C'est grave, en fait. Bon, peut-être je vais quand même vous donner la parole maintenant, puisqu'on en parle, en fait, de cette dépendance de la morphine. En fait, on va parler de deux choses. On va parler de cette dépendance à la morphine et comment vous l'avez aidée, parce que je pense que ça va vraiment aider plein de gens. Et aussi, on va revenir sur cette autre vie pendant que Natacha dormait. Alors, on va continuer dans la morphine. On a vu que Natacha, au fur et à mesure, prenait de plus en plus de comprimés. C'est elle qui gérait ses médicaments, mais bon, on avait toujours un petit regard de loin quand même. Oui, en étant une famille en plus super unie, comme vous disiez. Voilà. Et donc, bon, quand il n'y en avait plus, qu'il fallait de nouveau que je retourne à la pharmacie, enfin voir le médecin, retourner à la pharmacie, bon, je voyais bien que c'était compliqué pour elle. Et puis, on était surtout aussi très inquiets des conséquences, parce que quand on en prend trop, à un moment donné, ça peut partir à la catastrophe. Ça marche de moins en moins, en fait, c'est ça ? Disons que le principe de la morphine, c'est que plus on en prend et plus on va avoir envie d'en prendre, sauf qu'il y a un moment donné où le corps, lui, n'acceptera plus et c'est le cœur qui va lâcher. Enfin, c'est la mort, hein. C'est la mort assurée. Et bon, Natacha a toujours eu l'honnêteté de nous dire, c'est vrai qu'il y a eu une ou deux fois où elle a bien senti que c'était, qu'elle était à la limite de tout ça. Je suis une maman, donc quand c'est comme ça, c'est courageux aussi. On attrape le flambeau, on prend son épée et puis on va à la guerre et puis on voit ce que l'on peut faire, comment on peut l'aider, parce qu'il y a vraiment vraiment besoin d'un accompagnement et d'aide. Il ne faut pas juger, ça ne sert à rien, ça n'est pas volontaire, c'est pas Natacha qui parlait ou qui agissait, c'est la morphine d'abord et Natacha. Il faut vraiment faire la différence. C'est pas simple. Mais vraiment, il faut faire la différence. Donc à partir de là, Oui, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution pour apaiser ces douleurs. Donc il y a, à l'heure actuelle, c'est vraiment compliqué, quoi. C'est très compliqué. C'est vraiment ce qui soulage le plus. C'est très compliqué. Alors il y a quand même des centres qui peuvent recevoir, des personnes qui sont addictes à la morphine. Mais la différence avec Natacha, c'est qu'il fallait prendre et le problème de la morphine, le problème post-AVC avec les séquelles qu'il peut y avoir, et notamment l'épilepsie.
Et oui, parce que ça c'est pareil, tout ça fait que ça se complique énormément. Donc les centres qui, par exemple, étaient autour de chez nous, très honnêtement, n'étaient pas adaptés. C'est pas qu'ils n'avaient pas la volonté de l'apprendre, c'est juste qu'ils n'étaient pas adaptés. Mais de toute façon, tu avais besoin encore de médicaments pour l'épilepsie, qui sont aussi des médicaments qui calment aussi complètement, en fait, qui enlèvent la douleur aussi. Donc, alors. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? À un moment donné, vous vous êtes dit, bon, maintenant... quand c'est comme ça, il y a un conseil de famille. Voilà, conseil de famille sans Natacha, bien sûr. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? On peut pas la laisser comme ça va partir surtout là où on ne veut pas, elle va toucher le fond et les conséquences vont être terribles. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Donc quand c'est comme ça, on y réfléchit tous ensemble et on s'est dit c'est pas compliqué. Il faut trouver un centre qui peut l'accueillir, qui va pouvoir l'aider pour la morphine tout en faisant très attention à tout ce qui est épilepsie et autres diverses sa maladie, quoi. Voilà. Je pense que c'est tout à fait opportun de le dire maintenant parce que vous avez été extraordinaire. Je sais pas. Oui, vous avez été extraordinaire et ça, je dis à vos éditeurs que vous avez expliqué que vous êtes une famille très très unie. Oui. Et donc vous avez été on va dire une aidante, l'aidante, et votre mari aussi, frère, sœur, oncle, tante. Tout le monde. Et qu'est-ce qu'on peut dire comme message ? Parce que malheureusement, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une famille aussi unie, avec un amour inconditionnel qui a l'air d'être, mais vraiment inconditionnel, avec un énorme I. Qu'est-ce que... Ça a été vraiment très important pour toi, Natacha, d'avoir... c'est peut-être pas toujours la famille, mais alors ça peut être des amis, ça peut être... qu'est-ce que vous diriez par rapport à ça ? Après, vous, c'est votre cœur de maman. Hein. Moi, voilà, c'est mon cœur de maman qui va parler. Si je ne me bats pas pour ma fille, je me bats pour qui dans la vie ? Si je ne me bats pas pour mes enfants, mon mari et les gens que j'aime, pour qui je vais me battre ? Donc voilà, ce sont mes enfants, ce sont mes amours. Et pour mon épouse, c'est la même chose. Donc, ces épreuves peuvent aussi, avoir un effet contraire. Ça désunit un couple, ça fait exploser une famille. Mais là, c'était surtout pas ce dont elle avait besoin et nous non plus. Voilà. Mais ça vous a renforcé même ? Oui. Bien sûr, mon mari et moi, on s'est pas léché la main pendant 3 semaines. Les 3 semaines de réa, on aurait dit un jeune couple d'ados. C'était. Ça fait plaisir. C'était assez drôle. C'était voilà. Alors justement cette vie là, cette vie parallèle en fait pendant que Natacha dormait. C'est atroce. Voilà. Et en fait, quand je dis atroce, le mot n'est même pas assez fort. On dit que tout passe avec le temps. Il y a quand même des images, des moments qui ne passeront jamais. Et ils sont dans ma tête jusqu'à la fin de mes jours. La peur, l'angoisse. On sait que le pronostic vital est engagé depuis qu'elle est arrivée. Pronostic vital engagé, ça veut dire qu'elle peut mourir à chaque instant. Ça veut dire ça, le pronostic vital engagé d'une personne. On a scruté ce monitoring tous les jours, tous ces chiffres, tous ces appareils qui ont été mis en place. Ça a été extrêmement difficile. Et puis de la voir comme ça, dans ce lit, totalement inanimée et froide, puisque l'hypothermie baissait la température de son corps. Et une incertitude. Et ça a été une incertitude. Comment elle va sortir de là. Alors, si elle va très sortir honnêtement, de là, on ne s'est même pas posé la question du après. La question, c'était quand est-ce qu'elle va revenir avec nous ? C'était ça la question, et on lui a énormément parlé. Pourtant, le médecin nous avait dit qu'elle n'entendait pas, parce que le coma dans lequel elle était plongée était trop profond. Mais c'est pas grave, on lui a parlé. Et puis on ne sait pas. Hein. Voilà. Je crois qu'ils savent quand même un peu là pour le coup. Peut-être que vous aviez la conviction. Pas beaucoup de souvenirs. Mais non, on lui a parlé comme si elle était présente, en lui disant voilà, allez ma chérie, on est avec toi, on est tous là. On attend que tu te réveilles, bats-toi, ne lâche rien. Ma princesse, jamais. Ma guerrière, hein. Je tiens quand même à le dire, parce toujours. Que vraiment ce podcast est pour toi, hein, Natacha. C'est vraiment ça. C'est vrai que je me suis reconnue là, c'est extraordinaire. Ouais, je dis allez ma princesse, allez ma chérie, allez on est là, allez ma puce, accroche-toi. T'es une guerrière, on lâche pas, jamais. Voilà, c'est tous les jours, c'est bon là, vraiment, tous les jours. Super maman, hein. Et un super papa aussi. Un super papa. Et une super frangine aussi qui était là tous les jours. Et mon gendre, et ma belle-sœur, et mon frère, vraiment tout. Et puis bon, à l'époque, le petit copain quand même,
faut quand même lui rendre ce qui lui appartient. Était là aussi très très présent. Beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour. Il y avait tellement d'amour autour d'elle, tellement. L'hôpital, l'AREA était étonnée de voir eux aussi comme ça, autant d'amour auprès de cette jeune femme. Je suis désolée, ça serre un peu la gorge parce que les images reviennent. Et forcément, ça a été vraiment, des moments extrêmement douloureux. Et on a été aussi soutenus par tous les soignants en réa. Ils ont été fabuleux, vraiment. Ça aussi, il faut le dire. Ils ont été vraiment bienveillants pour elle et pour nous. Vous diriez qu'il y avait toujours de l'espoir? Toujours. On n'a jamais perdu espoir. Voilà. Jamais. Et pourtant, il y a des gens qui sont partis en réa pendant que nous étions là-bas. Malheureusement. Voilà. Croire et espoir. C'est ça. Mais non, on lâche rien. Jamais. On va te redonner la parole, Natacha. Oui, après ça, je suis assez émue. On l'est toutes. Hein. Heureusement que c'est pas filmé, en fait. C'est ça. Oui. Oh, ça pourrait l'être aussi parce que, voilà, on prendra des petites photos souvenirs de ce chouette moment passé ensemble. Alors, est-ce que tu peux nous parler justement de toute cette méthadone? En fait, moi, je ne sais pas du tout comment ça se passe pour s'en sortir de cette addiction. Alors, je vais essayer de faire très très simple. Oui, très simple. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'avec la morphine, quand on la prend, il y a un système de récompense qui s'installe. Donc, c'est-à-dire, quand on sent qu'on est en manque, on va la prendre, on va se sentir mieux. Et puis, quelques temps après, on va avoir envie d'en reprendre. Et c'est un cercle vicieux comme ça qui se crée. Alors que la méthadone... Donc, c'est le même principe que n'importe quelle drogue, hein, on est bien d'accord. Donc, c'est récompense, plaisir et manque. Tout à fait. Oui. Mais en soi, la morphine est une drogue. Hein. Tout à fait. Oui. Voilà. Et donc, la méthadone est un substitut à la morphine. D'accord. Voilà. Donc, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont voulu faire un switch. Ils appelaient ça comme ça. Donc, c'est-à-dire remplacer... Petit à petit, j'imagine? Non, ils l'ont fait vraiment d'un coup. Ok. Ouais. Même moi, j'étais très, très étonnée. Donc, ils ont remplacé la morphine par la méthadone. Qui n'active pas tout ce système de récompense, alors. Exactement, c'est ça la seule différence entre... Mais et c'est en antidouleur quand même? Oui, la méthadone a une fonction antidouleur, et donc ça, c'était un avantage pour moi. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai quand même un autre traitement pour la douleur, mais beaucoup moins fort et qui n'implique pas une dépendance, contrairement à la morphine. Voilà, donc en fait, je m'en suis sortie. Ça a été assez rapide, en fait, ça a mis 2 semaines. Mais et tu n'as pas eu tous les syndromes de manque? Où on a les tremblements, on a tous les trucs, c'est horrible ça. Si, je les ai eus malheureusement. Mais ça, c'est les plus grosses crises d'angoisse qu'on puisse avoir, en fait. Oui. Ça a été très dur, mais en fait, ça a été très dur, mais pendant un petit laps de temps. Oui, ok. Voilà. T'es passé à travers... Donc interné pour voilà, j'étais dans un centre d'addictologie, tout à fait, pendant 2 semaines à peu près. Pareil, j'ai toujours été très très accompagnée par ma famille, mais honnêtement, je veux pas choquer, mais je l'ai toujours dit. Si ma famille n'avait pas été là du début jusqu'à la fin, que ce soit en réanimation, en neurochir, en centre d'addictologie, je pense que je serais plus là aujourd'hui. Ouais. J'aurais pas eu cette raison de me battre. Et tout cet amour. Et tout cet amour ça m'a galvanisé, ça m'a porté, ça m'a... Ouais. Et toi, la courageuse, quand même, une sacrée guerrière, hein, parce que chaque jour était un petit pas supplémentaire. Alors, encore, donc maintenant, des douleurs chroniques, fatigue encore. Donc, même avec la méthadone, tu as quand même encore des douleurs tous les jours. Oui, tous les jours, oui. Comment tu peux aider, en fait, les auditeurs qui ont... parce que moi, je suis quand même tellement étonnée de voir sur les réseaux comme tellement de personnes vivent avec des douleurs chroniques. Je pense que chacun on le vit à notre manière, mais cette rage de vivre qu'on a tous, je pense, nous aide chaque jour à avancer. On a vraiment cette raison de nous battre, parce qu'on aime la vie, parce qu'on aime nos proches, parce qu'on a des objectifs dans la vie. Alors on essaye tant bien que mal d'avancer, mais c'est vrai que cette douleur-là qui est toujours présente, pour ma part en tout cas, j'essaye de la mettre un petit peu de côté comme je peux. Là par exemple, t'as mal ? Là, non. Parce que, alors moi, ça me fait souvent ça. Quand je suis occupée, quand je suis vraiment en train de faire quelque chose, comme aujourd'hui, là, je n'ai pas mal. Mais quand on était dans la voiture tout à l'heure, souvent en voiture, moi j'ai mal à la tête, et j'avais ces douleurs. Mais là, on est en train de discuter, on est posé, on est ensemble, et là, j'ai pas du tout mal à la tête.
on va évidemment déboucher sur ta grande passion. En fait, l'équitation, j'en ai toujours fait. Okay. Alors, pas forcément en club, c'était aussi quand j'étais en colonie ou colonie de vacances, spéciale équitation, ce genre de choses. Mais après mon AVC, j'ai tenu et j'avais ce besoin viscéral de reprendre l'équitation parce que je m'en sentais capable. C'était surtout ça parce que... Et t'avais la permission. Et j'avais la permission et j'avais cette envie, mais inconditionnelle. Ça me manquait tellement et puis c'était un moyen et c'est toujours un moyen pour moi de m'évader et puis d'avoir ce contact avec le cheval. Mais voilà. Est-ce que tu peux mettre des mots là-dessus ? Je vais essayer. Oui, c'est ça. Mais vraiment, donc il s'appelle comment, le cheval ? Il s'appelle Ramsès. Ramsès. C'est ton cheval ou c'est un cheval ? Alors, c'est pas mon cheval, mais c'est un cheval que je monte tout le temps quand je vais là-bas. Il est exceptionnel, j'ai l'impression qu'on est... Tu le connaissais avant Non, tu l'as découvert après. Je l'ai découvert après, oui. Dès que je me suis inscrite dans ce centre d'équitation, c'est le premier cheval qu'on m'a conseillé, qu'on m'a attribué, si je peux dire ça comme ça. Et je sais pas, il s'est tout de suite passé quelque chose, une connexion, je sais pas, quelque chose qui est assez indescriptible. Et puis sa douceur, je sais pas, j'avais l'impression comme si on se comprenait, comme s'il ressentait ce que tu ressentais. Ce que j'avais vécu. Tu lui as expliqué ma douleur. Je lui ai pas expliqué, mais par le sens du toucher, par le contact, j'avais besoin de le serrer contre moi et ses caresses qui en disent long. Même là, quand j'en parle, je ressens vraiment quelque chose. C'est quelque chose de très très fort. Les animaux, j'ai toujours pensé qu'ils ressentaient vraiment ou ce qu'on vivait dans la vie ou ce qu'on avait vécu. C'est une conviction que moi j'ai, qu'ils ont comme un sixième sens. Voilà. Et cette rencontre-là, c'est un peu une rencontre de la vie. Ça me touche trop. Et donc, quoi, t'as été tous les jours, pas tous les jours J'y vais une fois par semaine parce que malheureusement, la fatigue me permet pas d'y aller tous les jours. Et c'est tout près de chez toi ? C'est à 10 minutes de chez moi à peine. Mais tu vas pas le voir tous les jours, le cheval ? Je vais pas le voir tous les jours, mais j'essaie d'y aller dès que j'ai la force d'y aller. Et tu peux y aller sans le monter, en fait, aussi. Exactement, mais c'est ce que je fais parce qu'en ce moment, je suis beaucoup plus fatiguée qu'habituellement. Puis j'ai une petite plaie au niveau d'une cicatrice, donc pour l'instant, je ne peux pas mettre de bombe pour monter à cheval, etc. Mais donc c'est juste être avec lui, en fait. Être avec lui. Voilà, je vais le voir, je lui donne ses petites friandises, je vois les autres chevaux aussi, et c'est vraiment un moment que je passe avec eux. Oublies tout, le temps s'arrête. Hors du temps. Oui. Voilà, un moment hors du temps, tout à fait. Et tu le balades parfois comme ça, juste en le tenant Pas encore, mais c'est vrai que je peux le faire, quoi. Il y a aucune limite, en fait, là-bas. Ils sont tellement bienveillants. Ils ont tout de suite compris mes besoins. Voilà, je leur ai expliqué un petit peu mon histoire. Tout de suite, ils m'ont mis à l'aise. Ils m'ont dit, t'inquiète pas, Natacha. Nous, on est là pour t'épauler. On va essayer de faire en sorte que tu sois bien. Et ça fait pas mal à la tête quand tu montes ? Bizarrement, non. Non, absolument pas. Je peux galoper. Alors que ça bouge fort, mais comme quoi c'est que t'es vraiment dans ton élément, en fait. Et c'est ça, je suis dans mon élément et quand je galope, je suis dans un autre monde, je suis autre part, je suis avec ce cheval, on est en communion et voilà. Mais il y a tellement de choses qui se passent avec, il y a toute l'hypothérapie pour les handicapés, il y a tout le coaching par le cheval, des enfants, enfin, c'est incroyable, tout ce qui se passe avec les chevaux. Alors moi, j'avoue que j'ai une frousse pas possible des chevaux. Ah oui? Oui, un jour j'ai été éjectée d'un cheval, mais il y a tellement de choses qui se passent et j'ai une amie qui a justement toute une activité de coaching avec des chevaux et je me suis dit, je vais quand même aller un jour voir parce qu'elle dit aussi, on voit vraiment aussi, on peut soigner beaucoup de choses, de comportement aussi quand son comportement avec le cheval on dit oui, par l'équithérapie voilà, équithérapie, enfin il y a vraiment moyen de soigner beaucoup de choses. En fait, j'ai parlé de toi avec cette fille. Oui. Et je me suis dit, c'était le week-end dernier, je me suis dit, tiens, je vais peut-être quand même essayer, je vais peut-être aller voir. C'est plus qu'une passion, en fait. Il y a toute cette relation au cheval, en fait. Oui, et puis ça a permis de soigner mes maux. Dans cette relation avec ce cheval. Exactement. Et tu aimerais en faire plus ? Là, je compte pas m'arrêter, hein. Non, mais aller plus qu'une fois par semaine. En fait, si je m'écoutais moi, j'irais tous les jours. Après, malheureusement, je peux pas. J'aimerais tellement, mais mon état de fatigue et puis ces maux de tête et des fois, ça
m'empêche de faire des choses, mais tant pis. Des fois, j'ai tendance aussi, on me le dit, à minimiser un peu mes douleurs, etc., parce que j'ai envie d'avancer, j'ai des projets. J'ai même un projet fou, quand je dis fou, c'est d'écrire un livre, et j'ai même commencé à l'écrire, ce livre, et ça, c'est mon projet auquel je tiens tellement, et j'espère qu'il verra le jour dans quelques temps. Ça va prendre du temps parce que je suis pas... Mais t'écris super bien, hein. Je suis pas écrivain, quand même. Mais non, mais t'écris, et puis t'as plein d'humour, donc, mais ça te fatigue d'écrire aussi. Oui, ça me fatigue d'écrire, et puis je suis quand même accompagnée. Je tape pas à l'ordinateur. Ah, ma petite maman m'aide, ou ma sœur m'aide aussi, mais c'est vrai que... Tu n'arrives plus à taper? Alors, j'y arrive, mais c'est vrai que je suis assez lente, donc du coup, toute seule, je le fais. Je fais mes parties aussi, mais c'est vrai que quand on m'aide, ça va tellement plus vite. Voilà, c'est ça. Plein de projets. Et alors, s'il y avait une caméra, hein, on verrait ton sourire quand même quand tu parles de tes projets. Alors, quelle est ta définition de la résilience? Alors ça, c'est une question qui est assez difficile pour moi, parce que, alors je vais reprendre un petit peu, c'est pas très original, mais je vais reprendre un petit peu les mots de Charlène, parce que ça m'a marqué quand elle a dit, voilà, il y a des jours où on est à 2000% ou à 200%, et puis il y a des jours où on va être à moins 2, quoi. Oui. Moins 2000 même. Oui. D'acceptation, en fait, c'est ça. Exactement. C'est pas un processus linéaire, donc est-ce que tu dirais que certains jours tu acceptes et certains, oui, comme Charlène en fait, mais bon, je pense qu'on est tous dans... Oui, je me suis beaucoup identifiée à ce qu'elle a dit, et puis la résilience, c'est aussi savoir accepter ce qui nous est arrivé, avancer, et puis que ça nous serve de moteur pour la suite. J'ai l'impression que nos histoires, que ce soit n'importe quelle pathologie, c'est vraiment un plus dans nos vies. T'es courageuse. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je trouve vraiment que c'est un plus dans nos vies, un petit plus que nous on a, et je trouve ça juste génial. Je nous trouve top, nous, qui avons vécu des choses un peu particulières, mais bon, je nous trouve top, voilà. Mais donc ça, c'est vraiment la définition de la résilience, hein. Donc, voilà. En plein dedans, même si on peut se retrouver parfois à la case départ. Oui. Alors, avant de parler de la sensibilisation, puis de redonner un peu la parole à ta maman, quels sont tes rêves? Donc, ton livre. Ah oui, ça, c'est vraiment mon livre, c'est mon rêve. Oui. Après... Continue ta page Instagram, parce que c'est quand même... oui, c'est une chouette manière de sensibiliser aussi, hein. Tout à fait, j'aimerais vraiment la développer encore plus. Oui. Et c'est vrai que je vais revenir un petit peu là-dessus, mais la fatigue, des fois, m'empêche de faire certains posts, de prendre du temps plutôt pour le faire. Et puis après, des fois, il faut faire des photos. Je suis pas trop du genre à faire des photos de moi tout le temps. Donc du coup, j'essaye de me faire des photos de moments, de choses assez intéressantes. Avec le cheval, et dans le couloir de l'hôpital, tout ça, c'est très parlant, hein. Voilà, j'essaye en tout cas. Et puis oui, vraiment développer cet Instagram pour pouvoir communiquer, et puis que ça parle le plus possible à ceux qui iront faire un tour sur mon Instagram. Et grâce à ton témoignage, Camille de Draw Your Fight a fait tout un des dessins sur l'AVC. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer tous les signes et qu'on les retienne une bonne fois pour toutes, tous les signes d'un AVC et ce qu'il faut faire? Alors, en ce qui concerne les signes de l'AVC, alors même si je les dis pas dans l'ordre, je vais essayer de dire les plus importants. Parce que donc ça peut arriver à un enfant, hein, on est bien d'accord. Ça peut arriver à n'importe qui. Oui. Homme, femme, personne âgée, adolescent, personne de 50 ans. Hein. Oui. Et aussi, ça peut arriver aux enfants, même dans le ventre d'une femme enceinte. Oui. Ensuite, en ce qui concerne les signes de l'AVC, on va avoir, par exemple, le visage, un côté du visage, la lèvre qui va s'affaisser. Donc, soit à gauche, soit à droite. Une partie du visage qui va s'affaisser. On va avoir une faiblesse, par exemple, du côté droit, le bras qui ne réagit plus ou la jambe. Voilà, vraiment une faiblesse de l'hémicorps, soit donc, droit, on le voit gauche. Déjà sur le visage. Souvent, alors. Ça peut se voir sur le visage, oui. Ça peut se voir. Ça peut se voir sur le visage. C'est pas une obligation, mais souvent, ça peut se voir sur le visage. Ça fait comme une grimace, hein, vu que le côté qui est touché s'affaisse, en fait. Oui. Voilà. Ensuite, les personnes vont souvent avoir des difficultés à parler. Ok. Comme moi, j'ai eu, par exemple, les mots ne veulent plus rien dire. Ok. On fait des phrases qui n'ont aucun sens. Le bras. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le bras? Parce qu'on parle toujours de ce bras. Est-ce qu'on ne doit pas demander à quelqu'un de lever le bras?
On peut demander à quelqu'un de lever le bras, mais en général, il ne va pas y arriver. Voilà, c'est ça. Il y a aussi une perte, par exemple, de sensibilité ou l'engourdissement, pareil, d'un côté du corps, d'un bras, d'une jambe ou les deux. Il peut y avoir un trouble de l'équilibre et puis un trouble de la vigilance qui peut aller jusqu'au coma. Donc, ça peut vraiment être gravissime. C'est pour ça qu'il est très, très important de reconnaître les signes de l'AVC. Ils sont pas tous là, en fait, les signes. Mais des fois, il peut y en avoir qu'un seul. Ok. Alors, tout de suite, appelez le 15. C'est vraiment la chose à faire en tout premier. Et dire, c'est un AVC. Parce que du coup, c'est une ambulance médicalisée qui vient. Je pense qu'il faut vraiment insister parce que j'ai entendu plusieurs témoignages où malheureusement, les personnes n'étaient pas prises au sérieux. Ce qui est très très grave parce que, comme je le disais, plus on agit vite, mieux c'est et moins on espère que moins il y aura de séquelles. Oui, parce que dans le cas d'un caillot, alors il y a ce produit qui est injecté et donc là on peut totalement sauver la personne, quoi. Oui, parce qu'on fait ce qu'on appelle une thrombolyse pour dissoudre le caillot de sang. Voilà, exactement. Tu peux nous donner quelques chiffres. On n'est pas là pour effrayer, mais je trouve que c'est bien de avoir une idée de la réalité et de sensibiliser. Donc, je peux donner quelques chiffres, si tu veux, Delphine, sur l'AVC. Donc, déjà, il faut savoir que c'est la première cause de mortalité en France chez les femmes. C'est énorme et ça, il faut le savoir. Et la seconde cause, c'est le cancer. C'est aussi la 3e cause de mortalité chez les hommes. En fait, tout ce que je vous dis, je veux pas donner de chiffres, comme ça en l'air, mais c'est tellement important. Et puis, ça peut certains s'en souviendront peut-être, et donc, on sait jamais, je préfère le dire, je le cite, je balance ça comme ça. Et c'est très bien, mais ça, c'est de la sensibilisation, hein. Donc, si c'est pris à temps, c'est important que tu parles de tous ces signes, oui. Tout à fait. Donc, il y a un AVC toutes les 4 minutes en France. Donc, c'est assez impressionnant. Et il faut savoir aussi qu'il y a entre 140 000 et 150 000 nouveaux cas par an en France. L'âge moyen de survenue est environ 74 ans, mais moi, par exemple, j'avais 25 ans. Donc, c'est pas du tout une science exacte. Mais ma pauvre, en plus, je te fais dire tous des chiffres alors que c'est vraiment pas du tout c'est vraiment pas du tout. Je te vois regarder tes chiffres et tout ça, mais c'est pas la partie que tu aimes le plus. Non, il y a pas de souci, mais du coup, c'est hyper important. Ouais. Et en même temps, c'est vrai, je les connais pas tous par cœur. Bien sûr. Donc voilà. Mais tu vas nous faire tu viens de me dire là, tu vas nous faire un post sur Instagram où tu vas mettre tous les signes de l'AVC. Oui. Tout à fait. C'est prévu. Ce sera pour demain, normalement. Oh oui, j'ai quand même envie de dire, quand tu m'as écrit, c'était trop mignon. Tu me dis, voilà, j'ai des jours vraiment très, très difficiles. Parfois, comme tu viens de dire, où l'acceptation c'est vraiment dur. Mais ça ne m'empêche pas de vivre. Et au contraire, chaque jour qui passe est un pas vers l'avenir, un avenir heureux. Moi qui habite rue de l'Avenir, c'était peut-être un signe. Et comment est-ce que tu as envie de terminer ce podcast ? Pas évident. C'est vrai que j'habite rue de l'Avenir. Et quand je t'ai écrit, c'est vrai que j'ai dit c'était peut-être un signe. Je pense que dans la vie, il faut toujours garder espoir, peu importe la situation. Et que ce soit pour les patients, les soignants, les familles, et puis les personnes en général qui nous entourent. L'espoir, c'est le moteur de tout dans une vie. Voilà, tout simplement, je vais pas en dire plus, juste garder espoir. Et puis soyez forts, la vie est devant vous, hein. Ouais, cette notion d'espoir, merci, parce que c'est vraiment pour moi un mot tellement... Alors, on va rebondir peut-être sur cette notion d'espoir avec vous. Est-ce que les médecins ont toujours parlé d'espoir et tout ça ? Non. Voilà, donc vous avez gardé espoir malgré... Les médecins étaient, au départ... En fait, ils disaient pas grand-chose. Donc, en général, quand on ne dit pas grand-chose, ça laisse pas supposer de bonnes choses. Et puis, en général aussi, quand une personne est en service de réanimation, c'est que elle va quand même pas très bien. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, l'espoir, il a toujours été là. Et on a bien fait d'y croire. Pour le coup, on a bien fait d'y croire. Mais bon, je crois que peu d'entre nous pouvaient en douter. Connaissant la force de caractère de Natacha et... Voilà, c'est dans sa nature d'être comme ça. C'est une battante, elle l'a toujours été, elle l'est encore, et peut-être même encore plus qu'avant. On va dire. Ouais. Elle a passé des épreuves tellement difficiles qu'on ne peut être que admiratif, sincèrement. C'est vraiment une guerrière, elle l'a jamais... Après oui, il y a des moments très durs, il y a des jours très durs,
Et puis, Vous vivez ensemble, alors? On vit pas mal ensemble, quand même. Oui, j'ai mon appartement, j'ai mon chez moi, mais c'est vrai que je suis souvent à la maison quand même, et puis... Après, on se voit très régulièrement. Voilà, puis il y a des périodes où elle est plus fatiguée que d'autres. Donc, quand c'est comme ça, elle est plus souvent à la maison. Quand les périodes sont un peu plus légères, elle va tranquillement chez elle avec son petit chat, et puis voilà. Mais ouais, c'est bien de pas être seule aussi, hein, quand on est quand on n'est pas bien. Oui. Voilà, quand elle est pas bien, elle vient. Elle sait que voilà, la maison, c'est chez elle aussi, hein, c'est ça. Et vous travaillez ou on travaille tous les deux. Ah oui, donc on travaille tous les deux. Après, avec tout ce qui s'est passé avec le Covid, forcément. Il y a eu des journées de télétravail, donc ça nous permet malgré tout quand même d'être un peu plus présent à la maison si elle a besoin. Non, l'espoir, c'est ce qui mène le monde. Il faut jamais ne pas y croire. Jamais. Là, vous utilisez une injonction, mais je trouve que c'est très bien d'utiliser une injonction pour dire qu'il faut garder espoir. Il faut. Quand ils l'ont réveillée, quand ils l'ont sortie du coma, effectivement, on ne savait absolument pas les séquelles qu'il pouvait y avoir. Bon, en fonction de là où se situe l'AVC, il y a quand même des pistes. Hein. Effectivement, les chiffres, on savait que ça risquait d'être un peu compliqué, mais pour eux, quand elle s'est mise à parler, du moins à chuchoter, c'était une grande surprise pour eux, parce qu'ils pensaient que le langage, le fait de pouvoir parler avait été abîmé, ce qui n'était pas le cas, et Dieu merci, ça aurait quand même été dommage de se priver de cette belle voix, quand même. Et puis, chaque petit pas, chaque journée qui sont passées, et un pas, et deux, et trois. Alors oui, il y a des fois, c'était un pas en avant, 2 pas en arrière. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, c'est comme ça. Mais on continue d'avancer, on se tient la main et on avance. Toujours. Et quand je la vois au jour d'aujourd'hui, je suis la maman la plus heureuse du monde. Voilà. Je pense que c'est une bonne clôture de podcast. En tout cas, vraiment, merci tout cœur. Alors, on va retrouver, on te retrouve sur ta page Instagram. Plaisir. Il y a Camille de Draw Your Fight qui a dessiné aussi. Sur ta page, alors moi je dis toujours, donc tu auras une page sur mon site. Et c'est comme si tu avais une chambre dans ma maison, donc tu dois décorer ta chambre. Oh. Et voilà, donc tu vas décorer ta page avec tout ce qu'on peut mettre, des vidéos. J'aimerais quand même bien qu'il y ait quelques photos du cheval, mais avec grand des plaisir. photos de ta famille, des vidéos de conscientisation, de sensibilisation, tout ce que tu peux mettre, tes écrits aussi peut-être. Si tu veux déjà mettre des petites choses que tu as écrites pour ton livre, tout ce que tu veux en tout cas. Ok, ce sera avec grand plaisir. Voilà. Et je clôture aussi en te remerciant encore parce que tu le mérites tellement. J'ai adoré faire ce podcast avec toi et puis avec toi aussi, maman. Et merci de m'avoir donné la possibilité de parler. T'es formidable, Delphine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. Merci beaucoup, Delphine. Merci. Je vous remercie de tout cœur de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez recevoir les notifications des prochains épisodes. Et puis, si vous avez apprécié cet épisode, ça me ferait vraiment très plaisir que vous me laissiez une bonne note, comme à l'école, 5 étoiles, et peut-être même un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux. Parce que c'est grâce à vos étoiles, vos commentaires, vos partages que le podcast pourra aider plus de femmes encore, et c'est tout ce que je souhaite. Donner ou redonner espoir, se serrer les coudes toutes ensemble, partager nos joies, nos peines et célébrer toutes les princesses et guerrières de ce monde. Si vous désirez vous aussi partager votre histoire, n'hésitez pas à me contacter via le blog Cancer je gère, cancer-je-gère.blog. Il y a des instructions pour le partage de témoignages. Et puis je vous embrasse tous et toutes très très fort. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous.